Woman of the Hour is the stranger-than-fiction story of an aspiring actress in 1970s Los Angeles, whose life intersects with a serial killer in the midst of a years-long murder spree when she's cast on an episode of The Dating Game, based on a true story and directed by Academy Award nominee Anna Kendrick. Watch Woman of the Hour, now playing, only on Netflix, rated R. This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech. 1996. Montana. Un soleil ardent inonde la forêt. Dans cette vallée sauvage où règne une végétation dense et parfumée, 3 hommes cheminent d'un pas léger. L'un d'eux est garde forestier. Les 2 autres, ses adjoints, répondent à ses plaisanteries par des éclats de rire qui résonnent d'un bout à l'autre de la forêt. Le sentier qu'ils empruntent serpente entre les arbres et arrive bientôt à proximité d'une cabane. Une minuscule bâtisse, à peine visible entre la frondaison des pins. Les 3 hommes s'en approchent. Avec nonchalance, le garde forestier frappe 3 coups contre la porte d'entrée. Dans la cabane, à demi assoupi sur son lit d'appoint, Théodore Kaczynski en trouve une paupière. Il pousse un grognement et jette un coup d'œil à sa montre. 15 heures. Merde. Qui vient l'emmerder cette fois-ci ? Théodore déteste qu'on le réveille en pleine sieste. Réprimant un bâillement, il se lève et se dirige vers la porte. En l'ouvrant, il découvre face à lui 3 hommes au visage souriant. Le garde forestier se présente à Théodore. Lui et ses adjoints sont ici pour une visite de routine. On les a mandatés afin qu'ils mesurent le terrain qui borde la cabane. Si Théodore veut bien leur indiquer jusqu'où s'étend sa propriété, ils auront fini et seront partis en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Théodore pousse un soupir d'exaspération. Il n'aime pas être importuné. Encore moins pour des choses aussi futiles. Du bout des lèvres, il marmonne qu'il va chercher une veste dans sa cabane et se détourne légèrement. C'est l'occasion. À peine s'est-il retourné que les 3 hommes fondent sur lui. Théodore pousse un cri d'effroi. Il est plaqué au sol avec une telle violence qu'il en a le souffle coupé. L'un des hommes tire un pistolet de sa ceinture et hurle d'une voix puissante « FBI, plus un geste !» Théodore est immobilisé. Il tente de se débattre en vain. Dans sa tête, ses pensées s'agitent et s'entremêlent. C'est impossible. Comment ces imbéciles ont-ils fait pour le retrouver ? Mais aussitôt, une vérité s'impose à son esprit. Cela ne change rien. Il a déjà gagné. Peu importe ce qui va suivre, peu importe qu'on l'emprisonne ou qu'on le condamne à la chaise électrique. De toute façon, ces idiots arrivent trop tard. Le monde ne sera plus jamais le même. Nous sommes le 3 avril 1996. Après 20 ans d'une chasse à l'homme ininterrompue, l'enquête la plus longue de l'histoire des États-Unis vient à l'instant de s'achever. Théodore Kaczynski, l'homme qui voulait sauver l'humanité, ferme les yeux et cesse de se débattre. Cette fois, c'est fini. Unabomber vient d'être capturé.
Un génie. Aucun mot ne saurait mieux décrire le jeune Théodore Kaczynski. Ce fils d'immigrants polonais, né dans un quartier populaire de Chicago, connaît dès l'enfance un parcours scolaire hors norme. À l'âge de 10 ans, un test réalisé dans son école établit son QI à 167. Théodore est en avance sur tout. Ses prédispositions naturelles laissent ses enseignants et ses parents sans voix, au point qu'on l'invite à sauter plusieurs classes dès l'école élémentaire. Mais Théodore est un enfant solitaire et introverti. Comment pourrait-il se faire des amis, lui qui s'ennuie du bavardage puéril de ses camarades? Les enfants lui paraissent stupides. Les adultes aussi l'ennuient profondément. Il est effaré par la lenteur avec laquelle pensent les gens, et plus encore par l'inanité des conventions sociales auxquelles son entourage se soumet, avec ignorance et docilité. À seulement 16 ans, Théodore Kaczynski intègre Harvard. Il obtient son diplôme en mathématiques, impressionnant ses enseignants par sa formidable capacité d'apprentissage et sa personnalité rebelle. Plus tard, l'un de ses professeurs dira de lui « Il ne suffit pas de dire que Théodore était intelligent, c'était une personne inhabituelle. » Le jeune Théodore a soif d'apprendre. Il souhaite décortiquer le monde pour mieux le comprendre. Après Harvard, il s'inscrit à l'université du Michigan et passe son doctorat. À cette occasion, il résout un théorème complexe qu'aucun mathématicien n'était parvenu à déchiffrer avant lui. Sa thèse remporte un prix. Ses travaux sont publiés. Âgé d'à peine 20 ans, il est déjà considéré comme une étoile montante des mathématiques. Très vite, la prestigieuse université de Berkeley le contacte. On lui offre un poste de professeur. Il accepte. Jusqu'ici, sa vie suit un parcours sans accroc, une ascension fulgurante, qui laisse présager un avenir illustre et glorieux pour le jeune homme. Mais il ne s'agit que d'apparence. En réalité, Théodore ne veut pas de cette vie. Cet avenir banal ne l'intéresse pas. Il le dégoûte. Les codes sociaux à respecter, les petites mesquineries, les jeux d'ego entre professeurs, toutes ces règles le révulsent. La société entière est malade. Il le sent au plus profond de lui. Le monde moderne tourne par rond. Et maintenant, on le somme de se conformer à cette immense mascarade. On attend de lui qu'il fasse semblant de s'épanouir parmi les fous et les idiots. Hors de question. Il vaut beaucoup mieux que ça. En 1969, Théodore Kaczynski démissionne brusquement. Parmi ses collègues, la surprise est totale. Pourquoi le jeune homme renonce-t-il à un poste aussi prestigieux? Théodore quitte Berkeley et retourne vivre chez ses parents. Il n'emporte rien avec lui. En guise d'explication, il explique simplement à ses confrères qu'il a besoin de temps pour réfléchir à ce qu'il veut réellement devenir. 2 ans, pas plus. C'est la durée qu'il faut à Théodore pour être dégoûté par ses parents. Son père et sa mère sont des idiots comme les autres. Aussi soumis, esclaves, aveugles et bornés. Théodore n'en peut plus. Est-il le seul à se rendre compte de l'absurdité du monde moderne ? Il quitte la maison familiale et puise dans ses économies pour s'acheter un bout de terrain au milieu de la forêt, dans le Montana. Il souhaite vivre loin des hommes. Et le lopin de terre qu'il s'est trouvé constituera l'endroit idéal. Une vallée isolée près de la petite ville de Lincoln. Là, Théodore construit sa cabane. Pas d'eau courante, pas d'électricité. Aucune de ces choses ridicules issues du confort moderne et qui ne servent qu'à emprisonner l'individu derrière des barreaux invisibles. Théodore se sent enfin libre. Il n'a besoin que d'une chose, lire encore et toujours. À la bibliothèque de Lincoln, il emprunte d'innombrables ouvrages. Son rayon de prédilection ? Les sciences humaines.
Le jeune homme se fascine pour la sociologie, l'histoire, l'économie. Il veut comprendre ce qui ne fonctionne pas dans la civilisation actuelle. Il consulte les livres de Jacques Ellul, ce penseur français convaincu du besoin de lutter contre la croissance sans fin, le conformisme, le progrès technologique. Théodore découvre aussi un certain Kirkpatrick Sale, théoricien américain opposé à la société industrielle, pour qui les technologies modernes sont sur le point d'asservir l'humanité. Peu à peu, la pensée de Théodore se précise. Son dégoût de la société se transforme en haine vis-à-vis de tout ce que représente la civilisation du XXe siècle. Et bientôt, l'évidence s'impose à lui. Cela ne fait aucun doute. Le progrès technologique va conduire l'humanité au désastre. Une seule chose peut empêcher cette catastrophe. Il faut provoquer l'effondrement total et absolu du système. Mais comment faire ? Comment détruire le monde pour mieux le sauver ? Théodore y réfléchit durant des mois, tournant le problème dans tous les sens, persuadé qu'il existe forcément un moyen et qu'il faut agir au plus vite s'il veut protéger l'espèce humaine. Jusqu'à ce que la solution lui apparaisse un beau jour. Théodore est frappé d'une révélation. Et aussitôt, les détails d'un plan complexe et méticuleux se dessinent dans son esprit. « 25 mai 1978, salle des courriers de l'université Northwestern, dans l'Illinois. Buckley Christ n'y comprend rien. Ce professeur en ingénierie vient de recevoir un colis, une boîte de taille moyenne, affranchie de plusieurs timbres, sur laquelle figure son propre nom en tant qu'expéditeur. Pourtant, il n'a jamais envoyé un tel courrier. Qui le lui a fait parvenir et dans quel but ? Confus, il explique la situation à Terry Marker, l'employé de sécurité dans la salle des courriers. Sur le ton de la blague, Terry laisse entendre qu'il s'agit peut-être d'une bombe. Il retire le papier kraft qui enveloppe la boîte. Une seconde plus tard, le colis explose dans une déflagration qui embrase l'air et ébranle les murs de la pièce. Le lendemain, au petit matin, Théodore Kaczynski se procure le journal avec une impatience et une curiosité dévorante. Il trouve l'article, page 3, colonne de gauche. Une bombe explose à l'université Northwestern. Aucune victime grave. Un agent de sécurité légèrement blessé. Théodore laisse échapper un juron. Aucune victime grave ? Comment est-ce possible ? Il était pourtant sûr d'avoir réglé la bombe à la bonne puissance. Le colis piégé devait tuer ce professeur et non blesser un simple agent de sécurité. Théodore se force à retrouver son calme. Il ne doit pas s'énerver. Son plan nécessite un grand sang-froid. Pour sauver l'humanité, il faut créer un climat de terreur d'où pourra naître la révolution. Et cela signifie s'en prendre d'abord à ceux qui font progresser la technologie. Voilà les ennemis. Ingénieurs, professeurs, scientifiques, développeurs informatiques, ce sont des traîtres à l'humanité. Théodore ne prendra aucun plaisir à les tuer. Mais il n'a pas le choix. La violence est une forme d'autodéfense. Et la peur, le seul moyen de réveiller les foules. La deuxième bombe sera la bonne. De retour dans sa cabane, Théodore s'emploie à perfectionner sa technique. Apprendre à fabriquer des explosifs n'a rien de compliqué pour qui sait faire preuve de patience. Quelques ouvrages collectés ici et là, un peu de logique, du bon sens et de la volonté. Rien d'insurmontable. Il prend même un certain plaisir à concevoir ce second colis piégé. Comme un horloger, il trouve une élégance grisante dans le fait d'agencer les fils électriques, les piles, l'explosif, les chevilles en bois. « 9 mai 79, deuxième bombe. Cette fois, c'est un étudiant de l'université qui a ouvert le colis. Joliment emballée, la petite boîte était posée sur un bureau vide dans la salle des étudiants. En la voyant, John Harris a cru à un paquet cadeau.
Il a défait l'emballage. L'explosion a été perçue à travers tout le campus universitaire. Le jeune étudiant est grièvement blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. On contacte la police locale. Des officiers se rendent sur place et enquêtent pendant plusieurs jours, mais ils ne trouvent rien. Aucun indice parmi les décombres, aucune piste. On songe rapidement à une plaisanterie douteuse, commise par des étudiants inconscients du danger. Des jeunes qui n'ont pas voulu tuer, mais simplement faire une farce. Et puisque l'attaque n'a fait aucun mort, le dossier est classé. On détruit les preuves, y compris les restes de la bombe. Les policiers prennent quelques photos, sait-on jamais, et l'enquête s'arrête là. Nouvel échec. Théodore en tremble de frustration. Lui, le génie, lui, l'esprit supérieur, incapable de réussir son plan ? C'est inadmissible. Se serait-il encore trompé dans la conception de la bombe ? Qu'importe, le temps presse et l'abandon n'est pas une option. Sa mission est trop grande pour qu'un simple accro anéantisse ses plans. Le monde moderne est en train de détruire la nature et d'anéantir la liberté des individus, en transformant l'homme en une machine froide et servile. Théodore n'a pas le choix. Il faut frapper fort, marquer les esprits. Mais d'abord, il doit se calmer. Afin d'étancher sa rage, Théodore se consacre à la rédaction d'un pamphlet. Écrire l'apaise. C'est ainsi qu'il rédige son tout premier texte militant. Un essai virulent de 23 pages qu'il place dans une enveloppe et fait parvenir à son frère David Kaczynski. À cette époque, ce frère plus jeune est la dernière personne avec laquelle Théodore maintient un semblant de lien social. En recevant le courrier, David est pris d'un vertige d'angoisse. Il parcourt des yeux les 23 pages et ne peut réprimer un frisson lancinant. Le texte suinte la rage. À chaque ligne, son frère Théodore vitupère contre ceux qu'il considère comme des criminels. Les gauchistes qui défendent le système, les publicitaires et leur infâme propagande, les fabricants d'ordinateurs, les chercheurs en neurosciences qui veulent manipuler les masses, la liste est longue. Et la colère de son auteur intarissable. À partir de ce jour, horrifié par la lecture du pamphlet, David coupe les ponts avec son frère. Il prend la décision de ne plus jamais le contacter. Quant au courrier, il le range au fond d'un coffre et se promet de l'y laisser à tout jamais. Affairé à la coupe du bois derrière sa cabane, Théodore est d'humeur sombre. Il n'a reçu aucune réponse de son frère. Ce salaud n'a même pas daigné lui écrire. Et cela confirme ce que Théodore pensait. Tout le monde est aveugle, à part lui. Lui seul est capable de détruire la société. D'ailleurs, il songe qu'il est temps de revoir ses ambitions à la hausse. Si les petites bombes ont échoué, il faut agir à grande échelle, semer une terreur que les gens n'oublieront pas. Mais comment ? Quelle pourrait être sa prochaine cible ? Tout à coup, Théodore se fige. Il sait. Il se précipite aussitôt dans sa cabane. D'un geste fébrile, Théodore ouvre sa boîte à outils, dépose les ustensiles sur son bureau et entreprend la confection d'une nouvelle bombe, beaucoup plus sophistiquée et plus puissante que les précédentes. Le monde doit connaître la terreur. La terreur doit conduire à l'effondrement. L'effondrement doit sauver la liberté. Dans quelques mois, Théodore Kaczynski placera sa bombe dans la soute d'un avion de ligne transportant des dizaines de passagers. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite.
Stop. 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 Had enough? Kick out mucus and quiet the cough with Mucinex 12-Hour DM for long-lasting cough and chest congestion relief. Buy Mucinex 12-Hour DM at your local retailer. Use as directed. « 15 novembre 1979. Le vol 444 de l'American Airlines vient de décoller de l'aéroport de Chicago. À son bord, plusieurs dizaines de passagers en partance pour Washington. Le ronronnement diffus du moteur règne dans la cabine, mêlé à la rumeur de quelques discussions basses parmi les passagers. Mais soudain, moins de 10 minutes après le décollage, un cri retentit dans les travées. C'est un passager qui a poussé le hurlement. Alerté, une hôtesse s'approche de lui. L'homme pointe du doigt quelque chose sur le sol. L'hôtesse plisse les yeux. Là, sur la moquette qui recouvre l'allée centrale, un épais nuage de fumée noire enfle et se répand dans la cabine. L'hôtesse réprime un hoquet d'horreur. Y a-t-il un incendie dans la soute ? Un vent de panique se propage dans l'avion. Les passagers se lèvent, se bousculent et bientôt se piétinent les uns les autres. L'écran de fumée est si dense que très vite, il devient impossible de distinguer quoi que ce soit dans la travée. L'air est empoisonné, les passagers s'étouffent, certains s'effondrent en peinant à respirer, d'autres tentent de grimper sur les fauteuils pour échapper à la fumée. D'instinct, l'hôtesse se rue jusqu'à la cabine de pilotage. Elle prévient le commandant de bord. C'est un incendie. Il faut atterrir en toute urgence. Le Boeing effectue un virage et pique du nez en direction de l'aéroport de Chicago. On dégage la piste en urgence et l'avion atterrit au bout de quelques minutes sur le tarmac. Des pompiers sont mobilisés et malgré la panique, on parvient à évacuer l'ensemble des passagers. 12 personnes sont admises aux urgences, gravement intoxiquées au dioxyde de carbone. La police est présente sur les lieux le soir même et découvre que l'incendie n'est pas d'origine accidentelle. Les restes d'une bombe se trouvent dans la soute à bagages. Théodore brûle d'impatience. Il a pris sa bicyclette à l'aube, quittant sa cabane isolée pour se rendre dans la ville toute proche de Lincoln. Les bureaux de presse ouvrent à 8 heures. Il lui tarde d'acheter le journal pour découvrir le résultat de son attaque sur le Boeing. Sa bombe a-t-elle explosé comme prévu ? La peur fait-elle la une des journaux ? Quelques jours plus tôt, il a placé les composants d'une bombe à tuyaux dans une boîte expédiée par la poste. Il savait que ce colis serait chargé à bord d'un avion de ligne. Son plan était millimétré, pensé dans les moindres détails. Maintenant, reste à savoir si tout s'est déroulé comme prévu. Parmi les décombres calcinés retrouvés dans la soute, la police de Chicago a découvert la bombe. Il s'agit donc d'une attaque terroriste. Or, aux États-Unis, une tentative de destruction d'un aéronef constitue un crime fédéral. Cette affaire ne relève plus de la police, mais du FBI. Et c'est l'agent Chris Roney, de l'agence fédérale américaine, qui dirige désormais les opérations. En ouvrant le journal, Théodore n'en croit pas ses yeux. Il n'y a eu aucune victime. Quelques blessés graves transportés aux urgences, mais pas le moindre décès. La bombe a eu un raté. Si elle avait explosé comme prévu, la déflagration aurait dû creuser un cratère immense dans l'appareil. L'avion aurait connu une dépressurisation brutale. Le crash aurait été inévitable. Et personne n'aurait survécu à l'impact. Le FBI entame son enquête. D'abord, on analyse le réceptacle qui contient la bombe. C'est une petite boîte en bois qui semble construite à la main. Elle ne présente aucun indice, aucune trace susceptible d'indiquer sa provenance. À l'intérieur, les enquêteurs découvrent un interrupteur barométrique accolé à des composants de mise sous tension, des piles, des fils électriques. Ils comprennent aussitôt. L'interrupteur barométrique était censé enclencher la bombe dès que l'avion aurait atteint une certaine altitude. Un procédé astucieux et complexe à réaliser. Mais les passagers ont eu une chance inouïe.
le mécanisme ne s'est pas enclenché correctement. Résultat, la bombe s'est simplement embrasée et les flammes propagées sur les bagages ont déclenché un incendie dans la soute. En rentrant chez lui, Théodore éprouve un sentiment doux amer. Certes, la bombe n'a pas fonctionné, mais d'un autre côté, l'opération reste un succès. L'attentat fait la couverture des journaux. Les médias en parlent. Les gens ressentent la peur. Au final, son objectif d'installer un climat de terreur dans la société est en train de prendre forme. Théodore esquisse un sourire. Oui, c'est un très bon début. Au FBI, les recherches se poursuivent. Et une surprise de taille attend les enquêteurs. Après avoir analysé l'explosif, ils découvrent que 2 attaques à la bombe ont eu lieu par le passé, qui présentent de troublantes similitudes avec l'attentat du Boeing. En 78, puis en 79, 2 colis piégés ont été envoyés par la poste à l'université de Northwestern. À l'époque, les incidents n'avaient pas fait de victimes graves et la police avait classé l'affaire sans identifier de suspect. Mais le FBI est formel. Trop d'éléments tendent à prouver que ces attaques sont le fait d'un seul et même criminel. Une bombe à tuyaux, un coffre en bois, une expédition par la poste. Il ne peut s'agir d'une coïncidence. Contactée par le FBI, la police de Northwestern avoue avoir détruit toutes les preuves depuis longtemps. Seules quelques photographies de l'époque subsistent pour continuer l'enquête. Durant les mois qui suivent, Théodore s'interroge. Qui doit-il tuer cette fois ? Les cibles ne manquent pas. Scientifiques, chercheurs, enseignants. Nombreux sont les ennemis de l'humanité qui œuvrent au service de la société industrielle. Un matin, Théodore découvre dans la presse un article qui pique sa curiosité. Le journal évoque le licenciement de milliers d'employés dans la compagnie United Airlines. Théodore sent la fureur l'envahir. Le secteur de l'aviation est déjà coupable de polluer l'air. Et voici qu'à présent, il pousse au chômage d'innombrables citoyens. Le PDG de United Airlines est coupable. Il mérite d'être puni. Et Théodore sait quel châtiment lui infliger. À présent, l'enquête du FBI piétine. Après analyse des 3 attaques à la bombe, les enquêteurs ne trouvent aucun point commun entre les victimes. Les 2 premières cibles étaient des universitaires. Quant à la 3e attaque, elle visait l'aviation civile. C'est à cette époque qu'émerge le surnom du criminel. On l'appelle Unabomber, pour University and Airline Bomber. Mais on ne sait rien du coupable, sinon qu'il est extrêmement ingénieux. Les bombes qu'il conçoit sont d'une effroyable complexité. De plus, il a pris soin d'effacer toute trace susceptible de mettre les enquêteurs sur une piste. Les composants des bombes ont été limés pour en effacer la provenance. Les enquêteurs font une hypothèse. Le criminel a pris plaisir à fabriquer ces bombes. Chaque mécanisme a été façonné avec un tel soin et une telle minutie qu'il s'agit sans doute d'un individu passionné. Dès lors, le risque d'une récidive est à craindre. « 10 juin 1980. Théodore fait parvenir un colis à Percy Wood, le PDG de United Airlines. Le paquet contient un livre volumineux dans lequel sont insérées plusieurs charges explosives. C'est un procédé que Théodore a pris plaisir à concevoir. Il suffit d'ouvrir la première page pour que le mécanisme s'enclenche et envoie une impulsion électrique au détonateur. Un jeu d'enfant. En explosant, la bombe blesse Percy Wood aux mains et au visage. Transporté à l'hôpital, ce dernier parvient in extremis à échapper à la mort. De leur côté, les enquêteurs du FBI se rendent aussitôt sur les lieux de l'explosion.
et leurs craintes se confirment rapidement. Après analyse, il apparaît que la bombe est une fois encore l'œuvre de Unabomber. La fabrication est similaire en tout point au modèle précédent, à un détail près. La charge explosive est cette fois beaucoup plus puissante que celle des autres bombes. Autrement dit, son auteur devient plus dangereux au fil du temps. Par ailleurs, un autre élément attire l'attention des enquêteurs. Pour la première fois, le criminel a laissé une carte de visite. 2 lettres ont été gravées sur la bombe. FC. Rien de plus. Est-ce une signature ? Ces lettres correspondent-elles aux initiales du suspect ? Le FBI sait que Percy Wood a fait parler de lui dans les journaux récemment, après avoir licencié des milliers d'employés. Le coupable est-il un ancien salarié de United Airlines cherchant à prendre sa revanche ? D'ailleurs, la fabrication de la bombe ressemble étrangement à certaines techniques employées dans l'aéronautique. C'est un début de piste. Le FBI lance une immense recherche parmi tous les employés de United Airlines. On cherche un individu nommé FC. On vérifie les antécédents, on croise les mobiles, on étudie dans le détail les milliers de suspects potentiels. En vain. Après des mois d'enquête, le FBI ne parvient à trouver aucun élément tangible. Unabomber reste insaisissable. Théodore perfectionne sa technique. Jour après jour, il découvre de nouvelles façons d'accroître l'efficacité et la puissance des bombes. C'est un apprentissage agréable auquel il tire un plaisir presque enfantin. Il s'améliore aussi dans sa stratégie. Il sait que les employés de la Poste laissent souvent leurs empreintes sur les timbres. Or, cela pourrait permettre aux enquêteurs de remonter la piste jusqu'à son bureau de poste. Aussi prend-il le soin de traiter ses colis afin d'effacer toute trace d'identification. Et puis, il serait stupide de se faire prendre maintenant. Ses 10 prochaines cibles sont déjà identifiées. « 8 octobre 1981. 5e bombe. Découverte dans un bâtiment d'une université de Salt Lake City. La bombe a été ouverte par un employé, mais une erreur de mécanisme a empêché son détonateur de s'activer. C'est donc la première fois que les enquêteurs peuvent observer une bombe intacte. Le FBI jubile. Mais l'euphorie de courte durée. Là encore, les analyses ne donnent rien. Il n'y a pas d'empreinte, les composants ont été limés, et le matériel utilisé est tellement ordinaire qu'il est impossible d'en retracer la provenance. Seul détail incongru, on trouve de petits bâtonnets de bois dissimulés dans le fond de la boîte, sans motif apparent. Théodore ne s'arrête pas. Isolé dans sa cabane, la patience et la détermination sont des qualités qui ne lui font pas défaut. Son quotidien dans une bâtisse de 3 mètres carrés ne lui offre aucune distraction. Ses seules activités routinières se résument à cultiver son potager ou recueillir l'eau du puits. Sans contact humain ni loisir pour l'occuper, son esprit est tout entier dirigé sur la planification des prochaines attaques. Le 5 mai 1982, il envoie son 6e colis piégé. Ce dernier est destiné au professeur Leroy Woodburnson, chef du département d'informatique de l'université Vanderbilt. C'est la secrétaire du professeur qui ouvre le colis. La bombe, d'une puissance redoutable, explose entre ses mains et l'entraîne aux urgences, où des chirurgiens parviendront par miracle à lui sauver la vie. En analysant les débris, le FBI trouve à nouveau une pièce de métal sur laquelle sont gravées les lettres FC. Et brusquement, un détail saute aux yeux des enquêteurs. Wood. Ce mot ne cesse de revenir d'une affaire à l'autre. Percy Wood était la victime précédente. Et maintenant, c'est au tour d'un certain Woodburnson d'être visé. Wood, comme le bois. Et des bâtonnets de résineux ont été trouvés dans la bombe précédente. Le lien est ténu, mais c'est le seul dont dispose le FBI à ce stade. « 2 juillet 1982.
Théodore envoie une autre bombe, cette fois destinée à Diogène Angelakos, un professeur d'ingénierie de l'université de Berkeley, en Californie. Pour conduire les enquêteurs sur une fausse piste, il joint au colis piégé un petit papier blanc sur lequel il écrit « Woo, ça fonctionne, je vous l'avais dit », signé des lettres R et V. Lorsque la nouvelle de l'explosion à Berkeley leur parvient, les enquêteurs sont partagés entre l'impuissance et la nervosité. Le professeur Angelakos a eu les doigts déchiquetés par la déflagration. Et cette nouvelle bombe n'offre aucun indice sérieux sur Unabomber. Les enquêteurs sont à bout de nerfs. Le mot « Wood » n'a rien donné dans leur base de données. Aucune piste sérieuse, aucun profil. À défaut de mieux, le FBI se résout désormais à chercher les antécédents de tous les Américains appelés WU ou RV. C'est une tâche monumentale qui s'étale sur de longs mois et conduit, une fois encore, à un cul-de-sac. À ce stade, tous les agents en charge de la traque d'Unabomber sont épuisés. Qu'a-t-on appris au cours des derniers mois ? Rien, ou si peu. On sait qu'il s'agit d'un criminel intelligent et doté d'une grande capacité de dissimulation. Il n'a jamais été aperçu par quiconque et n'a pas commis la moindre erreur depuis le début. Totalement démuni, le FBI se tourne vers des spécialistes du comportement et leur demande d'établir un profil psychologique de l'individu. Résultat du premier rapport, d'après les experts, Unabomber serait un jeune homme de 18 à 22 ans, très propre sur lui, installé à Chicago et vivant probablement chez sa mère. Au même instant, Théodore Kaczynski, 40 ans, la barbe hirsute et mal lavée, vivant seul dans une cabane miteuse au fond des bois, s'active à la fabrication de ses prochains colis. Il accélère le rythme. Le 8 mai 1985, il envoie une bombe à la société Boeing, dans l'État de Washington. Plusieurs blessés, aucun décès. Une semaine plus tard, il fait parvenir une bombe à l'université de Berkeley. L'étudiant qui ouvre le colis perd ses mains dans l'explosion. 15 novembre, il poste un colis à destination de James McConnell, professeur de psychologie à l'université du Michigan. En s'activant, la bombe fait exploser les tympans du professeur et blesse grièvement l'un de ses assistants. Les enquêteurs du FBI sont horrifiés. Le rythme des attaques augmente, c'est un fait. Mais ce qui leur fait craindre le pire n'est pas la quantité de bombes, mais leur qualité. Unabomber perfectionne son art. Chaque dispositif est mieux conçu que le précédent. Les bombes comprenaient jusqu'alors un déclenchement par poudre et tête d'allumette. Mais désormais, Unabomber les a remplacés par du nitrate de soude et de la poudre d'aluminium, plus puissant, moins propice à la défaillance. Pour l'instant, aucun mort n'est à déplorer dans les attaques. Mais si sa technique ne cesse de s'améliorer, alors, tôt ou tard, le pire se produira. « 11 décembre 85. Il est presque midi lorsque Hugh Scruton, propriétaire d'un magasin d'informatique à Sacramento, remarque un étrange objet posé sur le parking face à sa boutique. C'est une caisse en bois de petite taille, percée de 4 clous qui traversent le couvercle. Curieux, Scruton s'avance vers la boîte et la ramasse. Elle est légère, aucune inscription n'y figure. Il pose son index sur le couvercle, déclenchant sans le vouloir le mécanisme d'activation. La bombe dissimulée dans la boîte explose avec une telle force que l'onde de choc sera ressentie sur plusieurs kilomètres à la ronde. La poitrine d'Hugh Scruton est pulvérisée sous l'impact. Il est violemment projeté contre l'asphalte et décède d'hémorragie artérielle en quelques secondes. Près de son corps, parmi les débris fumants de la caisse en bois, les lettres FC sont gravées sur une minuscule pièce de métal. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption.
ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite. « 11 décembre 1985. Le parking du magasin d'informatique Rentec Computer, dans la banlieue de Sacramento, est noir de monde. Parmi la foule, une quinzaine d'agents du FBI récoltent et analysent les débris d'une bombe éparpillée sur l'asphalte. Cette fois, l'attaque a fait un mort. Le patron du magasin, Hugh Scruton, a péri dans l'explosion. Le responsable de l'attentat, celui qu'on surnomme Unabomber, est désormais considéré comme un meurtrier activement recherché par toutes les polices du pays. Mais un meurtrier anonyme. Lorsque se produit l'explosion de Sacramento, cela fait déjà 10 ans que Unabomber commet ses crimes. 10 ans de colis piégés, envoyés aux 4 coins des États-Unis. 10 ans d'une traque ayant coûté des millions de dollars. Et pour quel résultat ? Le néant. Les enquêteurs n'ont pas la moindre piste. Tout chez ce criminel est déroutant. Contrairement aux autres tueurs en série habituels, Unabomber n'a jamais cherché à entrer en contact avec les autorités ou la presse. La célébrité ne semble pas l'intéresser. Mais alors que veut-il ? Quel est le point commun entre toutes ces victimes ? Et quel but espère-t-il atteindre ? Discret, patient, ingénieux, Unabomber se contente d'agir sans laisser la moindre trace. Mais tôt ou tard, il fera forcément un faux pas. C'est le seul espoir du FBI à ce stade. Il faut qu'il commette une erreur. Avec le temps, même le plus brillant des criminels finit par se trahir. Ce matin-là, un froid mordant règne dans les rues de Salt Lake City. Theodore Kaczynski s'est vêtu chaudement, mais surtout intelligemment. Son épais sweatshirt à capuche, d'un gris terne et banal, masque son visage afin de le dissimuler parmi les badauds. Pour parfaire son anonymat, il s'est muni de lunettes à verre fumé. Entre ses mains, il tient une petite boîte en bois contenant une bombe à tuyaux d'une puissance dévastatrice. Nous sommes le 20 février 1987. Et Theodore se dirige d'un pas nonchalant vers sa nouvelle cible. Il a prévu de déposer sa bombe sur le parking d'un autre magasin d'informatique. Dans son esprit, ceux qui vendent ou vénèrent la technologie sont des scélérats. Et de tels nuisibles méritent un châtiment terrible. Ce 20 février, dans la boutique informatique Cams Inc. de Salt Lake City, une secrétaire en charge de l'accueil des clients s'offre une pause près de la machine à café lorsqu'elle remarque un détail par la fenêtre. Face à elle, sur le parking, un homme à capuche se tient immobile entre les voitures. Il tient à la main une boîte transpercée de 4 clous. Intriguée, la secrétaire s'approche de la vitre et parvient à distinguer le visage de l'homme. Un teint pâle, une fine moustache, des traits impassibles et un regard dissimulé sous une paire de lunettes noires. En croisant le regard de la secrétaire, Theodore sursaute brusquement. Il cesse de respirer. Cette femme, derrière la fenêtre, est en train de l'observer. Il le sent. Et cette simple information fait courir un frisson d'horreur dans son dos. Jusqu'ici, personne ne l'avait vu directement. Theodore réfléchit à toute vitesse. Que doit-il faire ? Annuler l'opération et rentrer chez lui ? Non, il est trop tard pour reculer. Et de toute façon, que pourrait dire cette femme à la police ? Qu'elle a vu une silhouette grise, un visage masqué par une capuche et dissimulé sous des verres opaques ? Non. Tout bien considéré, il ne risque rien du tout. Rassuré et confiant, Theodore dépose calmement la bombe à ses pieds puis s'éloigne du parking. Quelques instants plus tard, la secrétaire se détourne de la vitre et interpelle son patron, Gary Wright, pour lui décrire ce qu'elle vient d'apercevoir.
Intrigué, ce dernier sort du magasin et ramasse la boîte posée sur le sol. Le détonateur s'enclenche. La bombe explose dans une gerbe de feu et un rugissement strident. Les enquêteurs du FBI sont immédiatement alertés. À leur arrivée, on leur apprend que les jours de la victime ne sont pas en danger. Gary Wright a pu être soigné et son pronostic vital n'est plus engagé. On leur rapporte également une autre information. La secrétaire du magasin aurait aperçu le criminel responsable de l'attaque. Les enquêteurs n'en croient pas leurs oreilles. Vraiment ? Après tant d'années, quelqu'un aurait enfin vu Unabomber en chair et en os ? Un portrait robot est dressé, d'après le témoignage de la secrétaire. C'est celui d'un homme brun, à moustache, de type caucasien, au visage relativement neutre. Le portrait robot est placardé d'un bout à l'autre des États-Unis, et le FBI promet une récompense de $50 000 à qui pourra lui fournir des informations sur cet individu. Un mois plus tard, tandis qu'il erre dans sa forêt du Montana, Theodore Kaczynski est pris d'un doute lancinant. Aurait-il commis une erreur ? Quelques jours plus tôt, il a vu son portrait robot sur plusieurs abribus dans la ville de Lincoln. Certes, le croquis n'était guère ressemblant. Mais qui sait ? Par un fâcheux hasard, un habitant de Lincoln pourrait faire le rapprochement avec lui et prévenir la police. C'est un risque. Et Theodore déteste la notion de risque. Depuis le début, il n'a jamais commis le moindre faux pas. Alors, peut-être est-il temps de faire une pause, interrompre les opérations pendant quelques mois, le temps que les taux se desserrent un peu. Theodore est plus malin que ces idiots de tueurs en série qui multiplient les crimes jusqu'à se faire prendre. Lui, au contraire, sait faire preuve de patience. Après tout, le temps est la plus grande ressource dont il dispose. Échec total pour le FBI. La diffusion du portrait robot n'a rien donné. Les enquêteurs ont été submergés d'appels pendant près d'1 an, mais tous les témoignages se sont révélés bidons. Une fois encore, l'enquête n'a débouché sur aucune piste sérieuse. Mais ce n'est pas le plus troublant. Ce qui étonne les enquêteurs, c'est l'arrêt soudain des attaques de Unabomber. Plusieurs mois se sont écoulés sans le moindre attentat. Et bientôt, les mois se changent en années. 6 ans passent, durant lesquels plus aucun colis piégé n'est à signaler. Au fil du temps, le FBI s'interroge. Unabomber a-t-il décidé d'arrêter ? Peut-être s'est-il suicidé, comme la plupart des tueurs en série après un certain temps. Mystère total. Toutefois, une hypothèse retient l'attention des enquêteurs. Et si, tout simplement, Unabomber était mort dans l'explosion accidentelle d'une de ses propres bombes ? Il n'y aurait rien d'étonnant à cela. À force de manipuler des explosifs, il se serait tué sans le vouloir. Peu à peu, l'intérêt pour Unabomber finit par décliner dans la population, mais aussi chez la police. On retire l'affaire aux agents du FBI, et nombreux sont ceux qui pensent en avoir fini pour toujours avec ce tueur insaisissable. Février 1993. Theodore Kaczynski jubile. Le journal qu'il s'est acheté ce matin en ville lui procure une joie indicible. En page de couverture, un premier article relate l'attentat qui vient d'avoir lieu au World Trade Center. Une voiture piégée lancée sur le bâtiment a tué 6 personnes et en a blessé 1000 autres, créant une vague de terreur dans tout le pays. Le deuxième article, un peu plus loin dans le journal, fait état d'une attaque menée par la police contre un groupe religieux près de Waco, au Texas. Bilan, 86 morts chez les membres de la secte. Theodore est au comble de l'extase. Suite à ces 2 événements, le climat politique aux États-Unis n'a jamais été aussi tendu. La société tout entière est crispée, donc vulnérable. C'est le moment d'agir. Après 6 ans d'attente, il sait que son heure est venue. Unabomber est prêt à revenir sur le devant de la scène. Il faut frapper fort, et tout de suite.
Le matin du 22 juin 1993, le généticien Charles Epstein, de l'Université de Chicago, reçoit un colis par la poste sous la forme d'une petite boîte en bois. La bombe qui s'y trouve explose lorsqu'il ouvre et le défigure gravement. 2 jours plus tard, le professeur d'informatique David Gelernter, de l'Université de Yale, est victime à son tour d'un colis piégé. La bombe le blesse au bras droit, à l'œil et à l'abdomen. Rapidement sur place, le FBI analyse les explosifs. Et la vérité apparaît alors aux enquêteurs, dans son effroyable évidence. Unabomber est de retour. Theodore ne perd plus de temps. À peine a-t-il envoyé ces 2 bombes qu'il s'empresse de passer à la suite du plan. Dans sa cabane, muni d'une vieille machine à écrire, il rédige une lettre qu'il fait parvenir au New York Times. Ce courrier constitue la 2e partie de sa stratégie. Avec le retour de Unabomber et la crainte que les attentats reprennent, une décision est prise au FBI. L'agence crée une escouade spéciale dédiée uniquement à la traque du poseur de bombes et dotée de moyens financiers et humains énormes. À peine mise sur pied, cette escouade est sollicitée par le New York Times, qui vient de recevoir une lettre de Unabomber. Les enquêteurs se rendent sur place et analysent le courrier. Il est signé FC, comme la gravure figurant sur les bombes, et contient un texte de plusieurs pages dans lequel Unabomber se présente non pas comme un individu isolé, mais comme un groupe d'anarchistes voulant sauver l'humanité. Les enquêteurs sont perplexes. Est-ce la vérité ? Eux qui pensaient traquer un loup solitaire, se peut-il qu'ils aient affaire à un réseau complexe, nombreux et radicalisé ? Ou est-ce une fausse piste supplémentaire, créée par celui qui joue avec leurs nerfs depuis des années ? Theodore a pris plaisir à écrire cette lettre. Il s'est amusé à y glisser toutes sortes d'indications trompeuses, notamment un numéro qu'il a choisi au hasard et placé sur l'en-tête. 553 25 4594. Cela donnera un peu de distraction aux enquêteurs. Mais ce premier courrier importe peu. Il ne constitue qu'une étape en vue d'une seconde lettre qui, elle, sera beaucoup plus intéressante. Bien entendu, le FBI se penche avec attention sur le numéro figurant sur l'en-tête. Peut-être s'agit-il d'un indice. Après quelques recherches, les enquêteurs découvrent qu'il s'agit du numéro d'assurance sociale d'un criminel, un ex-prisonnier, aujourd'hui en liberté conditionnelle. Le FBI croit tenir une piste. En lisant son dossier, on découvre que ce prisonnier a un tatouage sur le bras, sur lequel est écrit « Pure Wood ». Wood, comme le bois. C'est forcément notre homme. Mais alors qu'on s'apprête à procéder à son arrestation, l'un des enquêteurs réalise qu'il ne peut s'agir de Unabomber. Le suspect était incarcéré au moment des attentats. C'est donc une fausse piste. Une de plus. Cette fois, un profond sentiment d'amertume s'empare de l'escouade en charge de la traque. Mais un nouvel espoir redonne bientôt force au FBI. En analysant le courrier du New York Times à la lumière infrarouge, les analystes ont découvert une note manuscrite presque invisible. Quelques mots, écrits dans la marge. Appelez Nathan R. mercredi à 19h. Les enquêteurs sautent sur l'occasion. Même si la tâche s'annonce colossale, ils entreprennent de recenser les citoyens américains prénommés Nathan, dont le nom de famille commence par un R, puis de vérifier méthodiquement tous leurs antécédents. L'opération est fastidieuse. Après des mois de recherche, elle s'achève par un échec total du FBI et un découragement terrible de tous les agents mis sur l'affaire. De son côté, Theodore se sent revivre. Passer à l'action après 6 années d'hibernation lui donne l'impression d'être invincible. Tandis que la presse annonce les déboires des enquêteurs, Theodore, quant à lui, s'exécute avec une énergie et un enthousiasme débordants. Le 10 décembre 1994, il envoie un colis piégé à Thomas Mosser,
cadre d'une agence de publicité domiciliée dans le New Jersey. La quantité d'explosifs placés dans la bombe est telle que la déflagration détruit l'intégralité du rez-de-chaussée, tuant Thomas Mosser sur le coup. Mais Theodore ne s'arrête pas là. Il a soif de sang. Et sa technique de fabrication des bombes s'est tellement améliorée qu'elle ne laisse plus aucune chance à ses victimes. Le 25 avril 1995, il envoie un colis piégé à l'Association forestière de Californie, considéré à ses yeux comme un lobby infect cherchant à détruire la nature. Le président de l'association, Gilbert Murray, décède sous la puissance dévastatrice de l'explosion, qui ravage l'entièreté du bâtiment et sera perçue par les riverains sur des kilomètres à la ronde. Les enquêteurs du FBI ne baissent pas les bras. Collecte d'informations, témoignages, analyse des bombes, interrogatoire de milliers de suspects potentiels, l'escouade spéciale travaille d'arrache-pied dans cette course contre la montre. Désormais, les morts se multiplient. La durée entre chaque attaque se resserre. Et c'est dans ce contexte tendu qu'en avril 1995, les enquêteurs reçoivent un appel du Washington Post et du New York Times. Les deux rédactions avertissent le FBI qu'elles viennent de recevoir un courrier de Unabomber. Et pas des moindres. Cette fois, le terroriste leur propose un marché. Il va bientôt leur faire parvenir un manuscrit d'une importance capitale. Un texte militant qui révolutionnera le monde à jamais. Si les journaux acceptent de le publier dans son intégralité, les attaques à la bombe cesseront. L'auteur du courrier en fait la promesse. Pour peu qu'on lui obéisse, il renonce pour toujours à commettre de nouveaux meurtres. Mais s'il refuse, alors une vague d'attentats comme les États-Unis n'en ont jamais connu s'abattra sur le pays. À présent, le choix est entre leurs mains. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite. Juin 1995. Dans les salles de rédaction du Washington Post et du New York Times, l'ambiance est électrique. Cette fois, ça y est. Unabomber vient d'envoyer par la poste le manuscrit tant attendu. C'est un manifeste de 56 pages intitulé « La société industrielle et ses conséquences ». Une petite lettre dactylographiée, adjointe au manuscrit, précise que de nouveaux attentats sanglants auront lieu si ce manuscrit n'est pas publié dans les meilleurs délais. En vérité, Theodore Kaczynski a longtemps travaillé sur ce manuscrit. C'est l'œuvre de toute sa vie. Chaque phrase a été finement ciselée, chaque mot pesé avec soin. Dans son texte, Theodore pointe du doigt le risque que représente le progrès informatique, la science du génome, les techniques modernes de manipulation du comportement. 56 pages pour convaincre le monde de se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Les rédacteurs en chef du Times et du Post se réunissent avec le FBI sous l'égide du procureur général en charge de l'enquête. Un débat intense les agite. Certains pensent qu'il faut obéir à Unabomber. Cela pourrait mettre fin aux attentats, si le criminel tient sa parole. De plus, en diffusant largement le manuscrit, un lecteur pourrait reconnaître son auteur et prévenir le FBI, qui sait. Il y a peut-être un coup à jouer ici. Mais d'autres autour de la table sont beaucoup plus sceptiques. Céder à Unabomber serait la pire chose à faire. On ne négocie pas avec les terroristes. Ce serait une première dans l'histoire des États-Unis. Une faute grave qui pourrait donner des idées à d'autres criminels. C'est beaucoup trop dangereux. Et puis qui nous dit que ce fou furieux respectera sa parole une fois sa requête acceptée ? Theodore se régale en imaginant les débats parmi ses adversaires. Il ne s'inquiète pas.
Il croit farouchement à son plan. Toutes ces années d'attentats n'ont servi qu'à préparer le moment précis. Mettre une telle pression sur les enquêteurs qu'ils seront forcés d'accepter l'inacceptable. Ces idiots du FBI n'ont pas un début de piste sur lui. Ils sont tellement désespérés et paniqués qu'ils vont céder. Théodore en est convaincu. 19 septembre 1995. Le manuscrit intégral de Unabomber est publié dans le New York Times et dans le Washington Post. Le FBI a fini par craquer. Le pamphlet du criminel le plus recherché des États-Unis est imprimé à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires et diffusé dans tout le pays. Unabomber peut s'en réjouir. Il a gagné son pari. Le plan des enquêteurs est fragile, mais c'est la seule carte qu'ils ont à jouer. Espérer qu'un lecteur du pamphlet les contactera après avoir reconnu les idées, le style ou la façon de s'exprimer de Unabomber. En attendant, ils décortiquent chaque mot du texte. Il n'y a bien sûr aucun indice direct. Les enquêteurs savent que Unabomber est trop malin pour commettre ce genre d'erreur. On charge Katie Puckett, une psychologue des services de contre-espionnage du FBI, d'analyser les phrases pour en tirer un rapport. Sa conclusion, l'auteur du manifeste est narcissique et convaincu de sa supériorité intellectuelle. Katie Puckett en tire une hypothèse. Il s'agit selon elle d'un individu socialement inadapté au monde moderne, probablement rejeté par ses semblables et qui a projeté toute son aigreur et ses griefs sur la société technologique. Théodore se sent transporté d'une exaltation troublante. Cette fois, c'est terminé. Il a gagné. Fin de partie. Ses idées vont se propager parmi les foules et provoquer une révolution générale. Les gens étaient aveugles, mais désormais, ils savent. Ils connaissent la vérité. Sa vérité. D'ailleurs, la célébrité de Unabomber enfle à toute allure. On ne parle que de lui à la télé ou dans les journaux. Un culte à ses idées s'apprête à naître. On le verra enfin comme un héros, un libérateur, un prophète. Janvier 1996. Quelques mois après la parution du texte, Linda Patrick est assise dans son salon et feuillette un ancien numéro du Washington Post lorsqu'elle tombe, par hasard, sur le manifeste de Unabomber. Elle pousse un soupir. Encore un article sur ce cinglé poseur de bombes ? Vaguement intéressée, elle parcourt le texte en diagonale, puis referme le journal et cesse d'y penser. Mais brusquement, un doute la traverse. Elle se redresse d'un bond, ouvre un nouveau journal et relit l'intégralité du manifeste, plus lentement cette fois. Aussitôt la lecture achevée, elle se précipite dans la cuisine et empoigne son mari David en lui montrant le texte. Elle lui pose alors une question, une simple question qui va tout changer. « Tu ne trouves pas que ça ressemble au courrier que ton frère Théodore t'avait envoyé à l'époque ?» 25 ans plus tôt, en 1971, Théodore Kaczynski avait commis une erreur, la seule et unique de toute sa vie. Envoyer un courrier politique à son frère David, la dernière personne avec qui il entretenait encore un lien social. Théodore pensait pouvoir lui faire confiance. David Kaczynski est troublé par les propos de sa femme. Au fond d'une malle, il retrouve l'ancien courrier de son frère et le compare au manifeste paru dans le Washington Post. Les ressemblances sont troublantes. Même théorie, même tournure de phrase, même colère généralisée contre le monde moderne. Dans un premier temps, David refuse d'y croire. Théodore n'est pas quelqu'un de violent. Il est certes différent, introverti, réservé, mais il ne ferait pas de mal à une mouche. C'est Linda qui achève de le convaincre. Celle-ci est persuadée que Théodore est Unabomber. Cela ne fait aucun doute. Les phrases se ressemblent trop. Et dans ce cas, il faut prévenir immédiatement la police. Février 96.
Déchiré entre la culpabilité à l'idée de trahir son frère et la nécessité de sauver des vies innocentes, David Kaczynski contacte le FBI et leur transmet toutes les informations. Au début, les enquêteurs sont sceptiques. Des témoignages pareils, ils en ont vu passer des milliers. Mais lorsqu'ils analysent l'ancien courrier reçu par David, ils n'en croient pas leurs yeux. La similarité avec le manuscrit de Unabomber est frappante. Un groupe d'experts établit un premier rapport. Au total, plus de 160 ressemblances directes entre les deux textes sont relevées. Le FBI est abasourdi. Après des années d'enquête, tiendrait-on enfin notre homme ? Pendant ce temps, dans les profondeurs de sa forêt, Théodore Kaczynski savoure sa gloire et songe à l'avenir. Il baigne dans un océan d'optimisme. Et une question le taraude. Doit-il vraiment cesser les attentats ? Certes, il est parvenu à propager ses idées anti-industrielles, mais il n'est pas trop tard pour accroître encore un peu la terreur et provoquer l'instabilité qui libérera le monde. Alors, en y réfléchissant bien, pourquoi ne pas fabriquer quelques bombes de plus ? Juste au cas où. L'escouade spéciale se met en mouvement. Des équipes de surveillance sont déployées dans la forêt qui abrite la cabane de Théodore Kaczynski. Un poste de commandement du FBI est installé à Lincoln, la ville à proximité. Les effectifs sont nombreux. Rien ne doit être laissé au hasard. Le 3 avril 1996, un mandat d'arrêt est officiellement obtenu pour capturer Théodore Kaczynski. Le FBI passe à l'action. Plusieurs équipes lourdement armées encerclent la cabane, en embuscade, à bonne distance. On redoute qu'en cas d'interpellation, le suspect n'utilise une bombe pour se défendre. Raison pour laquelle un stratagème est mis au point. 2 agents déguisés en civil accompagneront un garde forestier, Jerry Burns, jusqu'à la cabane de Kaczynski. Objectif : pousser le suspect à baisser sa garde, le faire sortir de sa tanière et l'intercepter proprement. Le jour J, tout le monde se met en place. On donne le feu vert. L'opération peut commencer. Théodore Kaczynski ? C'est Jerry Burns, garde forestier. Vous voulez bien nous ouvrir la porte ? Théodore émerge de sa sieste d'une humeur massacrante. Il n'aime pas qu'on vienne le déranger. Et encore moins en plein après-midi à l'heure du repos. En entendant les 3 coups frappés contre sa cabane, il se lève en grognant. Qu'est-ce qu'on lui veut encore ? Il ouvre la porte et découvre 3 hommes sur le seuil. L'un d'eux lui explique qu'il s'agit d'un contrôle de routine. Ils sont là pour mesurer les limites du terrain qui borde la cabane. Théodore pousse un soupir. Il se détourne pour prendre une veste. Mais à peine a-t-il fait un pas que les 3 hommes se ruent sur lui et le plaquent au sol. FBI, plus un geste ! 2 des hommes parviennent à immobiliser Kaczynski, tandis que le 3e lui passe les menottes. Au total, l'interpellation aura duré moins de 10 secondes. On relève Kaczynski, l'air sonné et hagard, puis on l'emporte dans une voiture jusqu'au poste de commandement du FBI, à Lincoln. Durant le trajet, Théodore ne prononce pas un mot. Il n'en ressent pas le besoin. De toute façon, il savait que ce jour finirait par arriver. Maintenant qu'il est là, il se surprend à n'éprouver aucune contrariété ni aucune déception. Au contraire, il serait presque tenté d'éclater de rire. Ces imbéciles l'ont capturé trop tard. La révolution est en marche. Ses idées se diffusent partout. Son plan est un succès total. Et le monde moderne ne peut rien contre la vague de colère qui l'engloutira bientôt. Alors c'est ça, Unabomber ? Au poste de commandement, l'agent Jim Freeman, en charge de l'interrogatoire, a du mal à y croire. Le fantastique génie,
Le cerveau surdoué qui a tenu en échec les enquêteurs du FBI durant 20 ans, cet esprit brillant n'est autre qu'un ermite crasseux et débraillé, couvert de suie, le pantalon rapiécé, les cheveux en bataille et la barbe hirsute. Face aux enquêteurs, Théodore nie en bloc toutes les accusations. Il parle peu. Simplement pour dire non, peu importe les questions qu'on lui adresse. Mais la nervosité le gagne peu à peu. Après tant d'années dans sa cabane, isolé loin du monde, la présence subite d'un si grand nombre de regards l'insupporte au plus haut point. Jour 2 après la capture. On entame les fouilles de la cabane. Puisque l'homme est un poseur de bombes, ce sont des équipes de déminage qui sont envoyées sur place. Il faut faire preuve de prudence, mais surtout de patience. Au total, les démineurs mettront 11 jours à examiner l'intégralité d'une cabane de seulement 3 mètres sur 3. Et les trouvailles ne manquent pas. On découvre des tuyaux semblables à ceux des bombes, des lingots d'aluminium, des fils électriques, des piles et des boîtes en bois, mais aussi des schémas et des croquis de détonateurs. Dans un carton, on met la main sur un sweatshirt gris à capuche et des lunettes de soleil. Dans un autre, c'est une machine à écrire que l'on découvre, dont le lettrage est identique à celui des courriers de Unabomber. Mais surtout, sous le lit d'appoint, les démineurs repèrent un colis piégé à l'intérieur duquel a été placée une bombe, armée et prête à exploser. « 12 novembre 1996. Le procès de Theodore Kaczynski s'ouvre à la cour de Sacramento. Dans la salle d'audience, l'inculpé fait face au dossier titanesque monté par le FBI pendant 2 décennies de traque. 10 chefs d'inculpation sont portés contre lui, en lien avec les attentats que les enquêteurs sont sûrs de pouvoir lui attribuer. Dès l'ouverture du procès, les preuves contre Théodore sont accablantes. Par conséquent, ses avocats optent pour une stratégie de repli. Ils veulent plaider la démence. Mais en entendant cela, Kaczynski explose de rage dans la salle d'audience. Il refuse d'être traité comme un malade mental et exige de pouvoir assurer lui-même sa défense, sans avocat. Le procès prend un tour inattendu. Le juge refuse la requête du prévenu et ordonne qu'on le soumette à un examen psychologique. L'inculpé n'a pas le choix. Au cours des jours suivants, la psychiatre Sally Johnson le soumet à une batterie de tests, à l'issue desquels elle dresse une conclusion synthétique. Monsieur Kaczynski est un homme d'une intelligence redoutable et déconcertante. Il est porteur d'une pathologie de type schizophrénique à délire paranoïaque. Pour la psychiatre, cela ne fait aucun doute. Loin d'éprouver le moindre remords, le patient est persuadé d'avoir joué un rôle crucial et bénéfique dans l'histoire de l'humanité. Le verdict tombe le 4 mai 1998. Théodore Kaczynski est condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de liberté conditionnelle. Il doit également dédommager ses victimes à hauteur de 15 millions de dollars. À l'annonce du verdict, Théodore est parcouru d'une fureur insondable. Ces imbéciles de juges osent condamner un homme qui a tant fait pour l'espèce humaine. Il est transféré à la prison de haute sécurité de Florence, dans le Colorado, où il purgera sa peine jusqu'au jour de sa mort. Une existence faite d'isolement et de solitude, dans une cellule à peine plus grande que sa cabane du Montana. En prison, Kaczynski rédige un livre intitulé « La révolution anti-technologique » qu'il publiera en 2016. Mais cette révolution, tant désirée par son auteur, ne se produira pas. À travers les barreaux de sa cellule, il observera pour le restant de ses jours la course effrénée du progrès technologique. Les sciences qu'il haïssait se développeront sous ses yeux. L'informatique se perfectionnera. Les désastres environnementaux se multiplieront. Théodore Kaczynski se suicide en prison le 10 avril 2023, à l'âge de 81 ans.
l'effondrement qu'il espérait tant n'aura pas eu lieu.